L'Afrique est une petite puissance du point de vue démographique. Quelques centaines de millions d'habitants, le milliard n'est pas atteint. Le monde bipolaire s'est effondré. Tous les modèles actuellement sont obsolètes pour penser l'originalité africaine actuellement. L'Afrique doit résoudre plusieurs problèmes. Tout d'abord, elle doit gérer l'héritage colonial, qui n'est pas encore digéré. Pourquoi ? Parce que les acteurs de premier rang, les acteurs des relations de cette époque sont pour la plupart encore au pouvoir. Je pense à l'Algérie, par exemple. Donc il faut attendre effectivement un changement de génération, peut-être pour voir apparaître une révision de l'héritage colonial. L'héritage colonial, mais aussi l'indépendance nationale nouvellement constituée au sein d'une interdépendance africaine. Et on le verra avec tous les sous-systèmes qui ont été mis en place. L'indépendance nationale au sein d'une interdépendance africaine qui finalement limite mon indépendance nationale et qui remet en cause l'idée du territoire national, issu des indépendances comme un espace clos. On le verra avec l'exemple du Mali. L'exemple du Mali n'est pas un problème malien. Le concept de frontière naturelle, qui a été jusqu'à la chute du mur de Berlin, à peu près respecté par la sanctuarisation militaire. La plupart des chefs d'État africains étaient des militaires, du moins la première salve, s'est effondré tout simplement devant l'arrivée du terrorisme, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date au moins des années 90. Et pourtant, l'idée de panafricanisme, l'idée de puissance du continent africain, c'est une idée que l'on trouve à la fois dans les pays africains francophones et dans les pays africains anglophones. Ça veut dire que c'est comme si les pays africains avaient hérité, du point de vue francophone, de l'idéal de la Révolution française de 1789, à savoir qu'en effet, il y a un homme africain. Ça veut dire qu'il y a une unité africaine du point de vue de la puissance à revendiquer et à exposer. Même chose, mutatis mutandis, avec les anglophones. Les anglophones considèrent en effet que les Africains anglophones, ils ont des choses à dire en tant qu'Africains anglophones. Ce qui n'est pas exactement pareil avec les Africains francophones. Je vous rappelle qu'à propos du Mali, le Nigeria voulait intervenir, on lui a dit surtout pas. Donc, le Nigeria, c'est pas l'Afrique francophone, c'est l'Afrique anglophone. Donc ici, il y a bien l'idée d'une projection continentale de la puissance à travers des sous-ensembles. Ça veut dire que l'Afrique n'a pas renoncé à la vision héritière de 1789 ou de la Magna Charta anglaise d'un impérium quelque part, d'un impérium africain. D'où la multiplication des conflits auxquels on assiste depuis 25 ans. D'abord aux confins de l'Empire. Mais cette multiplication des conflits, quand on connaît la carte des royaumes africains du XIXe siècle, recoupe exactement les anciens royaumes africains, ce qui est absolument frappant. Ça veut dire qu'ici, les conflits actuels font fi des frontières héritées de la puissance coloniale. Et nous savons bien qu'on est d'abord Sérère ou Wolof avant d'être Sénégalais. On est d'abord Bété ou Baoulé avant que d'être Ivoirien. On est d'abord Merne, Ouve, Betsileo avant que d'être Malgache. On est d'abord hindou de la caste des Veish avant d'être Mauricien. On est d'abord Kosa, Zoulou ou Ndébélé avant que d'être Africain du Sud. Ne pas le comprendre, ne pas le savoir conduit à de graves erreurs en géopolitique et à l'incompréhension totale de la façon dont la puissance s'est répartie à travers le continent africain. Ça veut dire qu'ici, la redéfinition d'une posture de puissance oblige donc à redéfinir le rapport avec le territoire national. Qu'est-ce qu'un territoire national ? Quand les frontières, si vous êtes allé en Afrique, vous le savez bien, on passe d'une frontière à une autre, on ne sait pas quand on la franchit, quand on est à pied, quand on est en jeep, quand on est... Autrement dit, la frontière, ce n'est pas un poste frontière comme nous avions dans notre vieille Europe. Comment définir une posture de puissance avec un territoire national qui n'est plus national ? Ce qui s'est passé récemment, comme vous savez, en Côte d'Ivoire, ça va probablement atteindre, c'était l'objectif, le Sénégal. Sénégal-Côte d'Ivoire, c'est quand même pas à côté. Et pourtant, ça veut dire qu'ici, les problèmes sont continentaux. Les problèmes ne sont plus nationaux. Il y a donc
La difficulté à redéfinir une posture de puissance nationale alors que l'ère des grands fondateurs de ces pays a disparu. Les premières générations de chefs d'État africains, le président Léopold Sédar Senghor, le président Houphouët-Boigny, Lumumba, le premier Mobutu, Bourguiba, Hassan II, Julius Nyerere, le premier président Kenyatta, Jomo Kenyatta, et pas son fils aujourd'hui, Gamal Abdel Nasser, Habib Bourguiba et tant d'autres, le président de Sierra à Madagascar, c'était d'abord et avant tout des nationaux, quitte à allier leur nation avec d'autres nations. Mais c'était d'abord et avant tout des nationaux. D'où l'idée de pan-arabisme après, ou de pan-africanisme. Mais pour être pan quelque chose, il faut d'abord partir des partis. Et les partis, c'était justement les nations. Cette idéologie a vécu, elle est morte. Notons que la nature fait bien les choses, comme le disait l'autre, puisque, entre guillemets, la plupart la chute du mur de Berlin a coïncidé avec la mort ou la disparition des premiers dirigeants africains, pratiquement dans les 5 années qui ont suivi. Ça veut dire que nous sommes confrontés aujourd'hui à la fragmentation d'un grand ensemble. Et cette fragmentation, sur le continent africain, on a essayé d'y résister. Comment est-ce qu'on a essayé d'y résister ? En faisant des institutions. L'Union africaine, qui est une superstructure, la communauté des États africains de l'Ouest, par exemple. On a inventé un siège à Addis Abeba. On a inventé un ensemble qui était censé dominer les sous-ensembles. Mais on a aussi inventé la posture de puissance ne voulant pas, comment dirais-je, s'épuiser d'elle-même. On a inventé des sous-ensembles. Comme si la puissance, en tant qu'unité, avait quelque velléité de ne pas apparaître comme puissance. Donc on a inventé des sous-ensembles. On a inventé de multiples organisations intégrées. La SADC, le COMESA, Indian Ocean Rim, la Commission de l'océan Indien, la CEDEAO, etc., etc. Ces sous-ensembles, au fond, ce sont des sous-ensembles qui diluent la puissance. On le verra avec l'exemple du Mali, c'était frappant. Ça dilue la puissance, ça veut dire que l'Afrique n'est pas encore une puissance en tant qu'unité. Pourquoi ? Parce qu'elle a délégué sa puissance à des sous-ensembles régionaux. Comparaison n'est pas raison, mais le problème de l'Europe est aujourd'hui le même. Donc, comment a été maintenue la puissance africaine dans un monde bipolaire ? Premier point. C'était simple. C'était simple pourquoi ? Parce que la redéfinition d'une posture de puissance en 1960, après les indépendances, et la politique de défense, d'abord de Pierre Mendès France, Tunisie-Maroc, puis de Gaulle, Mendès France accordant un parapluie militaire à ces pays nouvellement constitués qu'étaient la Tunisie et le Maroc. Cette politique de puissance s'est faite par des accords militaires de coopération. Les anciennes colonies ont eu des accords de coopération culturelle, coopération militaire, en vue de défendre les nouveaux régimes issus des indépendances. Pourquoi ? Parce que l'objectif était de la part de Gaulle, d'abord de Mendès France, mais bon, comme vous savez, il n'est resté que 9 mois, et de la part de Gaulle, l'objectif était de faire oublier, évidemment, le désastre de 1940, et puis le fait que ces pays avaient demandé leur indépendance et l'avaient obtenue. Donc il fallait réinstaurer une mystique de la puissance en s'appuyant sur l'indépendance nationale. J'ai retrouvé récemment une des dernières lettres du président Coty, le dernier président de la 4e République, qui parle toujours de la France d'outre-mer et de l'Union française, dans laquelle il inclut tous les pays africains. Nous sommes en 1958 quand même. Ça veut dire qu'ici, la puissance a été une puissance militaire. Accord de coopération, plus ou moins secret, la plupart étaient secrets. La puissance africaine était une puissance militaire de coopération avec l'ancien colonisateur. Cette puissance ici, elle allait bien. Pourquoi ? Parce que la plupart des chefs d'État africains étaient des militaires. La fonction tribunicienne des premiers chefs d'État africains allait de pair, en effet, avec des gens qui avaient été formés, pour les meilleurs d'entre eux, entre guillemets, à Clausewitz. Donc la puissance, c'était la réinstauration de la grandeur militaire à partir de cette fonction tribunicienne, à travers la centralité du militaire. Le militaire a été la cellule, l'architecte, en tout cas des 10 premières années des indépendances africaines. Le nombre de coups d'État militaires est impressionnant entre 60 et 73. Pourquoi est-ce qu'il est impressionnant ? Parce qu'il est systématique.
Les premiers présidents sont élus, les seconds ont fait un coup d'État. Il est systématique. Pourquoi ? Parce que la symbolique militaire est une symbolique qui représente la puissance de la souveraineté nationale, de ces nouveaux pays en quête d'identité, à travers des frontières héritées certes du colonialisme, qui, comme vous savez, ne respectaient pas les anciens royaumes. Bon. Si l'Afrique a connu tant de crises durant les 15 premières années avec la rapidité et la succession que l'on connaît, c'est parce que les armes avaient été défaites par impréparation théorique. Pourquoi ? Parce que la plupart des auteurs de coups d'État avaient été formés à l'école militaire française. Sous-officiers, pour les moins bien lotis d'entre eux, officiers, pour les mieux lotis d'entre eux. Or, ce qui était enseigné à l'époque à l'école militaire, c'était les schémas des années 30. Donc, effectivement, les soldats africains devenus officiers africains, devenus d'abord français, puis ensuite devenus chefs d'État africains, n'ont fait que reproduire les schémas, effectivement, qu'ils avaient appris. Le président Yadema, Bokassa et tant d'autres, sous-officiers, officiers, ils réintroduisaient la posture de puissance à travers ce qu'ils avaient appris à l'école militaire du 7e arrondissement. Ça veut dire que, au fond, le colonialisme a continué sous la forme de la puissance. Pourquoi ? Parce que précisément, ceux qui étaient en charge des pays africains avaient une éducation qu'ils avaient reçue dans l'ancienne puissance coloniale. Le monde bipolaire accentuait ainsi la redéfinition d'une posture de puissance. Cette redéfinition d'une posture de puissance, pourquoi ? Est-ce qu'elle était redéfinie ? Parce que paradoxalement, la puissance des pays africains n'avait de puissance qu'au sein de l'opposition entre l'Est et l'Ouest. Donc ce n'était pas véritablement une puissance. C'était une puissance déléguée, puissance secondaire. Il fallait rester dans le jeu entre l'Est et l'Ouest. On accordait à des pays une certaine puissance, à condition qu'ils demeurassent dans l'orbite soit de l'Ouest, soit de l'Est. L'échec de Suez avait bien montré que la puissance européenne, française et anglaise, était toute relative. Et donc maintenant, on passait à un nouveau champ de puissance qui était les États-Unis d'Amérique d'un côté et l'Union soviétique de l'autre. Toute la question a donc été pour l'Afrique d'autonomiser son pouvoir de décision et de souveraineté à travers l'arme des hydrocarbures, à travers l'arme des matières premières. Avant 1973, le Gabon, l'Angola pour le pétrole et pour le gaz, le Niger avec l'uranium, l'Algérie avec le gaz, ça depuis le début, ont bien montré à l'ancienne puissance coloniale que la puissance était maintenant de leur côté. La puissance de l'Afrique, en conséquence, s'exerçait alors dans le décalage, le démarquage de la superpuissance. Dès qu'il y avait une interstice, une faille, eh bien, l'Afrique se démarquait, le mouvement des non-alignés, les velléités de Nasser, de Bourguiba, avec Tito et d'autres, avec Nehru. Tout cela était accentué par la concurrence des anglo-saxons sur le continent africain, qui ont essayé, comme vous savez, de torpiller le mouvement des non-alignés pour imposer leur puissance à l'est de l'Afrique, Afrique australe, et puis surtout, comme on le voit depuis une dizaine d'années, Afrique centrale, Afrique des Grands Lacs. Ça veut dire que les Américains n'intervenaient pas directement, évidemment, en Afrique. Ils n'intervenaient que lorsque leurs intérêts géostratégiques étaient menacés. Ils ont soutenu le maréchal Mobutu, puis comme Mobutu n'a plus servi, bien, ils s'en sont débarrassés. Ils ne servaient plus à rien. L'Est et l'Ouest, c'était terminé. Ou alors ils déléguaient à Israël, notamment dans la région des Grands Lacs. N'oubliez pas qu'il y a un Premier ministre israélien qui s'appelait Lévi Eshkol, en 1966, qui était, on l'appelait le marathonien de l'Afrique. Il passait son temps à faire des voyages en Afrique. Israël, c'était effectivement l'Éthiopie, c'était cette région stratégique, c'était le Kivu, c'était le Rwanda, c'était etc., etc. Les Américains déléguaient leur puissance à un pays de la région. Il y avait cette idée visionnaire, quelque part, que la France plus l'Afrique, ça pouvait être la première puissance mondiale. Je vous rappelle que dans 20 ans, le continent africain sera le premier. Si on se coupe de nos racines africaines, parce que je vous rappelle que le premier homme était noir, comme le dit mon parrain Yves Coppens, on va effectivement perdre, beaucoup de notre puissance.